Donc bonjour tout le monde, bienvenue dans le segment de mon invité expert et aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Dr Brigitte Routier-Chevrier qui est médecin résidente en ORL, donc otorhinolaryngologie. Bonjour docteur, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, ça va bien? Merci de me recevoir. C'est un grand plaisir, juste faire un petit contexte. Docteur Routier-Chevrier, vous êtes la fille d'une de mes anciennes étudiantes que j'ai eue en soins infirmiers, donc c'est le fun de voir le flambeau dans le domaine de la santé qui a été passé à la fille de mon ancienne Mère à étudiante. fille, ouais. Absolument, absolument, donc merci d'être là. Donc, dans le cadre de votre métier, j'ai quelques questions à vous poser en rapport avec la microbiologie pour le bénéfice de mes étudiants et étudiantes. Donc, en gros, j'aimerais qu'on se concentre surtout sur la microbiologie. Donc, si vous pouviez me parler un petit peu des principales pathologies, disons, infectieuses auxquelles vous faites face dans votre quotidien à l'hôpital. Mhm. Bon, c'est sûr que, comme on en avait discuté, en ORL, c'est très large, les pathologies infectieuses. Il y en a beaucoup parce qu'on couvre tout du début du cou jusqu'en haut de la tête. Donc, il y a toutes les pathologies infectieuses de l'oreille et du nez. Mais donc, je pense qu'on s'était dit qu'on va se concentrer un peu plus sur la bouche et la gorge. Exact, on va y aller avec ça. Ouais, c'est ça. Fait que pour nous, ce qui est le plus fréquent dans la gorge, c'est les pharyngites et les amygdalites. Ouais. Des pharyngites, généralement, on est demandé en consultation quand ça vient des pharyngites bactériennes. Parce que quand c'est une pharyngite virale, il n'y a pas de traitement nécessaire. Fait que les médecins de première ligne, les urgentologues, les médecins de famille sont capables de les prendre en charge. Puis quand, par exemple, ça dure depuis plus longtemps, les patients ont des plus gros symptômes plus importants qui nous font signe que c'est une infection bactérienne, bien là, il y a toujours des risques de développer des abcès périamydaliens ou des choses comme ça qui nécessitent une intervention. Là, parce que souvent, les abcès périamydaliens, mais nous, il faut qu'on aille les drainer. Parce que vu que l'infection est dans une coque, ça ne se règle pas tout seul par les antibiotiques parce que les antibiotiques pénètrent mal dans la coque. Mais encore là, c'est quand même particulier parce qu'en temps COVID, pour nous, on travaille toujours dans les muqueuses, donc la transmission est beaucoup plus importante chez les ORL parce que la densité virale est plus importante dans les muqueuses nasales qui sont toutes en connexion avec les muqueuses orales et de l'oreille aussi. Donc, pendant le temps du COVID, il a fallu qu'on change nos traitements. Par exemple, pour les abcès périamydaliens, justement, avant, nous, on drainait automatiquement quand il y avait un abcès. Mais maintenant, avec le COVID, on essaie des traitements antibiotiques intraveineux. Puis, ça a donné qu'il y a quand même beaucoup de patients qu'on a admis avec des traitements antibiotiques intraveineux. Puis, finalement, c'est rentré dans l'ordre de cette manière-là sans qu'on ait à drainer. Fait que ça nous fait reconsidérer d'autres options thérapeutiques pour le futur, même quand on sera plus en temps COVID. Sinon, on a aussi beaucoup les pathologies plus buccales, parce que moi, je travaille à Sherbrooke, puis on couvre la garde d'urgence des pathologies buccales. Fait que, admettons un abcès dentaire, c'est un dentiste qui prend en charge. Nous, on peut pas enlever des dents, c'est pas dans notre champ de pratique. Mais par contre, si quelqu'un a un abcès dentaire la fin de semaine, les dentistes sont pas nécessairement ouverts, fait qu'ils viennent à l'urgence, puis c'est nous qui les voyons. Donc, on fait la prise en charge initiale par antibiotiques jusqu'à temps qu'il soit capable d'avoir un rendez-vous avec son dentiste. Puis des fois, ça aussi, ça a été vraiment affecté dans le temps du COVID parce que y a beaucoup de gens qui retardaient la consultation. Tu sais, une douleur aux dents, souvent les gens, ils vont pas nécessairement consulter pour ça. Puis on a eu des cas beaucoup plus graves, là, comme il y en a un, il y a une couple de semaines qui est arrivé, puis son abcès dentaire avait tellement duré longtemps sans qu'il soit traité, qu'il était rendu avec plusieurs abcès dans le cou et même dans le médiastin, autour des poumons. Fait que là, il est encore hospitalisé, ça fait plusieurs semaines. C'est ça, il est trop attendu, ça peut être dangereux. Là. Oui, vraiment. Fait des infections comme ça a l'air un peu banal, ce qu'on se dit dans la bouche, tout ça, mais c'est en connexion avec tellement de choses, les tissus du cou qui descendent jusque dans le thorax. Fait que si c'est pas pris en charge, ça peut être grave. Puis surtout les infections dans la gorge, si justement ça fait un abcès, ça devient gros, ça bloque la respiration, fait qu'il peut y avoir des bonnes complications. Du côté un peu plus banal, une chose que souvent en soins infirmiers, on se fait demander sur les étages pour ça, c'est le muguet, qui est une infection à candida, là, qui est un champignon de la langue, des muqueuses de la bouche. Puis on voit ça souvent chez les enfants, mais aussi chez les personnes âgées qui ont des dentiers ou une hygiène buccale moins bonne. Puis souvent, les infirmières vont nous laisser des notes à l'étage comme quoi ils remarquent que la langue du patient est plus blanche, puis ils veulent qu'on évalue. Puis il y a une chose un petit truc là, à faire différence, surtout en pédiatrie, c'est que souvent, c'est juste des dépôts de lait. Fait qu'on s'est demandé pour du muguet, mais en fait, tu grattes avec un abaisse-langue, puis ça s'enlève, fait que c'est pas du muguet. Ouais, c'est le lait Ouais, qui... ouais, c'est ça. Fait que c'est comme un petit truc à regarder avant
nous faire signe pour ça. Ce serait pas mal ça, les choses les plus communes de la gorge, là, puis de OK, la bouche. quand Mm. même. Puis, je vais faire un peu de chemin là-dessus, dans le fond, parce qu'il y a quand même, ça, j'en parle à tous mes étudiants, puis c'est important, la distinction entre une infection bactérienne et virale. Puis vous en avez parlé au début. Pour une infection virale au niveau de la gorge, ou peu importe l'endroit dans le corps, dans le fond, l'administration d'antibiotiques ne sert absolument à rien. Là. Donc, Exact. des fois, les patients sont impatients, justement, ils veulent être soulagés, mais c'est pas la meilleure stratégie d'y aller dans ce C'est pas sens-là. toujours- Exact, c'est pas toujours facile non plus de faire la différence entre viral et bactérien. Fait que souvent, il y a des traitements antibiotiques qui sont donnés pour une infection virale, puis en fin de compte, c'était pas nécessaire. Puis là, il y a des résistances qui se développent dans les communautés à certains antibiotiques qui sont surutilisés sans que ce soit nécessaire. Oui, En général, une infection bactérienne, ça va arriver après plusieurs jours. Fait que quelqu'un qui a des symptômes depuis 2, 3 jours, souvent, c'est pas encore bactérien parce que des fois, les infections bactériennes aussi, ça commence par une infection virale puis ça surinfecte oui, bactérien. Fait que quand ils ont des petits symptômes pendant 2, 3 jours, c'est rare que ce soit déjà bactérien. D'autres petites choses, sans fièvre, les symptômes un peu tableau viral, c'est le nez qui coule, mal à la gorge, mal aux oreilles, tout ensemble, ça fait plus viral. Quand, par exemple, quelqu'un a mal à la gorge, surtout d'un côté, un côté est rouge, un côté, l'amygdale est vraiment grosse, ben ça fait plus bactérien. Parce que OK, viral, c'est un peu diffus, rouge partout dans la bouche, versus bactérien, ça va être un peu plus localisé souvent, là. parfait. Puis est-ce que vous faites des prélèvements souvent pour confirmer? Je sais que mon médecin de famille l'avait fait une fois avec mes enfants, d'aller faire un prélèvement au niveau de la gorge, l'envoyer au labo, nous avait quand même donné l'antibiotique, puis il nous a dit le lendemain, si je vous appelle, puis c'est effectivement bactérien, on continue le traitement. Puis Ouais. si c'est viral, dans le fond, on cesse le traitement après 24 heures. Là. Exact. Ça, c'est vraiment pour les pharyngites. Pharyngite, Les OK. pharyngites, il y a viral, bactérien. Puis ce qu'on teste, c'est le streptocoque, Ouais, parce que souvent, c'est le streptocoque du groupe A. ouais. Fait qu'il y a le strep test, qui est un test très rapide à faire, là. C'est juste un prélèvement dans la gorge. Fait qu'on fait ça. Puis si ça vient positif, ben, c'est qu'il y a du streptocoque. Puis là, il faut le traiter, c'est une bactérie. Puis versus si ça vient négatif, c'est viral. Parce que des fois, ça, à l'examination, c'est moins facile de faire la différence. Ouais, Versus une amygdalite, souvent, là, c'est là qu'on voit le bulging de l'amygdale, la OK. déviation du palais. Fait que, là, cliniquement, c'est beaucoup plus évident quand on a un abcès périamygdalien puis une grosse infection bactérienne. Mais encore une fois, si c'est pas clair, ben, on fait le strep test. C'est un test facile qui nous dit, fait la différence. Parfait. Là, dans le fond, vous en avez glissé un mot tout à l'heure. Donc, puis je situe les étudiants aussi, on se parle au début juillet, donc on est encore un peu dans la crise COVID, pandémie et tout. Donc, en quoi justement la pandémie, puis peut-être le fait d'avoir des patients qui sont positifs, OK, influence votre travail au quotidien? Est-ce qu'il y a des changements, j'imagine, qui ont été apportés? Puis bon, il faut continuer à faire le travail quand même. Ces gens-là ont d'autres infections, d'autres problèmes ORL. Donc, comment vous gérez, disons, la situation avec la COVID et tout ce qui se passe présentement? Mais effectivement, ça a changé beaucoup de choses à Ouais, l'hôpital. Initialement, c'était plus drastique. Là, fait qu'on a coupé toutes nos salles ouais, d'opération électives. Puis là, on faisait quasiment juste des urgences pour vider l'hôpital, pour avoir de la place pour les cas COVID. ouais. Maintenant, on est revenu pas mal à un débit normal. Par contre, le COVID est encore présent. Fait que n'importe qui se présente à l'urgence qui a un symptôme de la COVID, de la fièvre, quelque chose comme ça, ben, il faut le mettre en isolement, protection COVID, jusqu'à temps qu'on ait le test COVID négatif. Ouais. Fait que nous, un patient qui est en infection, généralement, il fait de la fièvre. Puis même si on a une raison pour l'expliquer, ben, il faut éliminer qu'il y ait la COVID en plus ou que ce soit la COVID la cause initiale. D'accord. Puis nous, en ORL précisément, c'est encore pire parce que, comme je disais tantôt, on est toujours dans les muqueuses. Fait qu'il y a quasiment aucune technique, aucune intervention qu'on peut faire sans protection. Fait que juste en clinique, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on passe une nasolaryngoscopie. Là, fait que c'est une petite caméra qu'on descend dans le nez, dans la gorge pour aller voir les cordes vocales, tout ça. OK. Puis ça, on en fait vraiment beaucoup, là, quasiment aux 2 patients en clinique externe normalement. Mais là, il faut plus sélectionner qui on va scoper, qui on va évaluer de cette manière-là, parce qu'à chaque fois, il faut mettre un N95, il faut mettre une Ouais. visière, il faut mettre notre jaquette. C'est une protection aérosol parce que l'intervention peut créer des aérosols. Absolument. Même chose pour quand on fait des biopsies dans la bouche. Toutes nos chirurgies de l'oreille, dans les sinus, ça crée des aérosols. Fait qu'il faut avoir les protections N95, une chambre à pression négative, la visière, la jaquette. Puis il y a toutes les procédures d'habillage, déshabillage. Fait qu'en rentrant dans la pièce, on s'habille au complet. Ouais. La majorité du monde vont se contaminer en se déshabillant, en sortant de la pièce. Fait que quand c'est un cas COVID confirmé, il y a une infirmière généralement qui est à la sortie, qui
guide les gens en se déshabillant. Parce qu'entre chaque étape du déshabillage, il faut se laver les mains. Puis il faut faire attention parce qu'admettons, quand j'enlève ma visière, ben, faut pas que je touche mes cheveux, faut pas toucher, généralement, on a un chapeau au bloc opératoire, mais il y a tout, c'est vraiment là que les gens se contaminent le plus. Fait que ça change beaucoup. Puis, en gros, dans nos patients à l'hôpital, initialement, dans le début de la COVID, on portait pas encore des masques toute la journée, dans les premiers temps. Puis, il a commencé à avoir de la transmission nosocomiale. Fait qu'il y a des patients qui ont eu la COVID dans une transmission intra-hospitalière, fait qu'ils étaient déjà hospitalisés, puis éventuellement, ils ont eu la COVID parce que, justement, il y avait des porteurs asymptomatiques parmi nous, les médecins, les infirmières, tout ça. Fait que c'est vraiment important pour nous parce que même si, admettons, moi, j'attrape la COVID, j'ai pas de facteur de risque, puis je risque de bien m'en sortir, mais je peux le donner à mes patients. Fait que c'est plus ça qui est vraiment important là, de se protéger. Puis c'est arrivé qu'on a eu des patients que on les traite pendant des semaines, puis éventuellement, ils font de la fièvre, on ne sait pas trop pourquoi, on fait le test, puis ils sont COVID positifs. Ils ont attrapé intra-hospitalier, mais nous, on les a vus un bout de temps sans protection, fait que là, on était tout à risque. C'est pour ça que maintenant, il y a toutes les procédures qu'on met toujours un masque, on met quasiment toujours des gants pour examiner les patients, ce qu'on ne faisait pas nécessairement avant. On serre beaucoup plus les mains. En rentrant à l'hôpital, en sortant de l'hôpital, dans chaque corridor, chaque fois qu'on touche quelque chose. Puis à l'hôpital, tout est nettoyé vraiment, vraiment mieux. Là. La cafétéria a été réaménagée, il y a moins de chaises par table pour que les gens soient en distanciation. Puis tout est lavé à répétition. Là. Il y a vraiment des... Ben, c'est le souci du détail, dans le fond. Donc, on fait attention au maximum de choses pour éviter justement que les patients qui sont généralement des gens un petit peu plus vulnérables, ne veulent pas, tu te présentes à l'hôpital, tu as une maladie ou quoi que ce soit. Puis vous, en tant que médecin, est-ce que vous avez été ou est-ce que vous êtes testé régulièrement aussi pour s'assurer que vous êtes correct? Nous, on est seulement testé si on a des symptômes. Okay. Puis, ben, en fait, si on a des symptômes, on se retire du travail, on est testé. Si on revient positif, parce qu'il y en a eu qui ont eu la COVID, là, on a un arrêt de 2 semaines minimum, le temps d'avoir la COVID. Puis après ça, il faut avoir 2 tests négatifs avec un délai de 48 heures entre les tests. Là, parce que des fois, il y a des faux négatifs dans les tests. Fait qu'il faut avoir un test qui dit qu'on est vraiment négatif, un autre pour confirmer. Une fois qu'on en a 2, on peut revenir au travail. Mais il y en a qui a fallu qu'il y ait 5-6 tests avant d'être vraiment négatif pour pouvoir revenir au travail. OK, c'est quand même... C'est toute une période de notre vie que l'on vit présentement, là, mais merci d'être là pour nous, de prendre soin de nous et de vos patients. Puis dans le cadre du travail aussi, bon, j'imagine, puis là je vais faire du chemin un petit peu pour un petit clin d'œil pour mes étudiants, donc j'imagine que vous faites affaire ou vous travaillez en équipe avec des inhalothérapeutes, des infirmiers, infirmières, des technologues de lab peut-être aussi. Donc comment se gère ce travail-là justement avec, disons, les différentes disciplines qui vous entourent? Oui, c'est sûr que nous, surtout en ORL, il n'y a pas grand-chose qui se passe sans le reste du personnel. Fait juste les infirmières, je dirais que c'est avec eux qu'on travaille le plus parce qu'en clinique, les infirmières sont là pour nous assister. On fait beaucoup de techniques, des biopsies, beaucoup de choses comme ça. Fait que là, on a souvent une infirmière qui, nous, on est stérile, fait qui nous passe le matériel, qui nous aide, qui prend notre spécimen de pathologie pour l'envoyer. Après ça, on a toujours des patients hospitalisés aux soins intensifs à l'étage, donc on a les infirmières qui sont avec eux jour et nuit, puis qui nous appellent quand il y a quelque chose qui change. Fait que c'est vraiment important pour nous parce que c'est eux qui les voient le plus souvent, nos patients. Fait que souvent, le matin, on a comme un board, puis les infirmières nous laissent des messages, tel patient, il n'y a pas eu de sel ou il n'y a pas eu telle affaire. Fait que comme ça, nous, on est au courant parce que des fois, les patients ne sont pas toujours adéquats non plus pour nous dire ce qui se passe. Puis, au bloc opératoire. Fait que nous, on opère beaucoup. Puis, il faut qu'on ait les infirmières pour nous assister, donner le matériel. Et fait que ça, c'est super important. Autre chose, les inhalothérapeutes aussi, on travaille beaucoup avec elles parce que nous, on s'occupe beaucoup de cas de airway, là, fait que les trachéos, une fois en urgence, les cricots, mais on est toujours, on a beaucoup de patients hospitalisés qui viennent d'avoir une trachéo ou une laryngectomie, fait que là, ils respirent par un petit trou ici. Puis ça nécessite beaucoup de soins parce qu'au début, c'est un nouveau trou, fait que ça peut s'infecter, les gens font des trachéites là-dessus, il y a beaucoup de sécrétions, puis c'est la respiration du patient. Fait que c'est super important que ce soit bien entretenu. Fait que les inhalothérapeutes nous aident beaucoup pour ça, mais aussi au bloc opératoire. Chaque patient est traité par une inhalothérapeute pour être opéré. Puis les technologues de labo, ben, on les voit pas directement parce qu'ils sont un peu dans leur coin de l'hôpital, mais c'est sûr qu'on envoie des laboratoires à tous les jours pour quasiment tous nos patients. Fait qu'on a vraiment besoin d'eux. Puis
des fois, c'est vraiment les résultats de laboratoire qui font la différence, là, comme on parlait tantôt du strep test. Sans avoir eu l'analyse, on ne sait pas toujours ce qui se passe avec le patient. Là. Donc, il y a un beau travail d'équipe qui se déroule Vraiment. là. OK, Mhm. c'est vraiment génial. Puis peut-être une dernière question, si je peux me permettre, là, pas abuser trop de votre temps. Donc, vous m'en parlez peut-être un petit peu tantôt, mais là, dans le fond, pour les cas, dans le fond, qui nécessiteraient un dentiste, vous pouvez les traiter peut-être, on va dire, soit les fins de semaine ou au moment où les gens n'ont pas accès à un dentiste, mais vous les référez par la suite à des, disons, à des dentistes ou des chirurgiens maxillofaciales, là, s'il y a quelque chose qui nécessite leur intervention. C'est ça. Nous, on travaille beaucoup de pair avec les chirurgiens maxillofaciales et les dentistes. Oui, On a chacun un champ d'expertise un peu différent, même si on est dans le même territoire. oui. Fait que tout ce qui est, c'est surtout pour la bouche qu'on est en commun, puis les os, évidemment, du visage pour la maxillofaciale. Ça dépend de région en région. La division des tâches est différente. Alors, moi, j'étais à Québec avant, Oui. puis là, c'était vraiment différent. Les chirurgiens maxillofaciales, il y avait une garde spécifique à eux. Ils étaient de garde en maxillo, ils géraient les cas de trauma du visage, les fractures, tout ça. Oui. Ici, il y a des ORL qui font de la maxillofaciale aussi. Il y a 2 chirurgiens maxillofaciales à Sherbrooke. Fait que nous, en tant que résidents, on couvre la garde de maxillo. Fait que quand il y a un trauma, il y a des fractures du visage, c'est nous qui reçoivent. Puis ça peut être un patron de maxillo qui est de garde ou un ORL qui fait les chirurgies maxillofaciales. Par contre, les ORL ne font pas de chirurgie élective de maxillofaciale. Fait que les gens qui veulent se faire avancer la mâchoire, les levrons, les procédures comme ça, on n'en fait pas de façon élective, juste en urgence. Puis pour les dentistes, on travaille pas directement avec eux, mais comme je disais tantôt, vu qu'on couvre la chirurgie buccale pendant les moments où les cliniques sont fermées, on fait la prise en charge initiale juste le temps qu'ils puissent voir un dentiste, mais c'est eux qui enlèvent les dents. Éventuellement, s'il y a des infections des gencives, des trucs comme ça va finir chez le dentiste. OK, OK. Ah, mais c'est parfait. Je vous remercie beaucoup de votre générosité, d'avoir pris du temps, d'avoir bien répondu aux questions. C'est très, très, très apprécié. Puis je suis certain que les étudiants vont avoir appris beaucoup de vous aujourd'hui. Je vais vous souhaiter là, une bonne journée. Je sais que vous allez travailler bientôt. Donc, faites attention à vous. Prenez bien soin de vous dans ces moments de COVID et de pandémie. On espère que tout ça se réglera rapidement. Mais merci d'être là pour les patients. Pour nous, c'est très, très, très apprécié. Bien, merci, ça me fait plaisir d'avoir fait cette entrevue. C'est très gentil. Merci beaucoup.